Bonjour à tous, je me présente, Stéphanie Simard, bibliothécaire pour l'arrondissement d'Antique-Cartierville à la Ville de Montréal. Bienvenue à cette conférence portant sur les demandes d'asile au Canada, offerte dans le cadre du Salon Visée droit du Barreau de Montréal et présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais souligner la collaboration de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal ayant contribué au succès de cette conférence. Antique-Cartierville, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Roxborough, Pierrefonds, ainsi que plusieurs autres ayant joint leurs efforts aux nôtres afin de faire connaître les conférences du Salon Visée droit auprès des citoyens de Montréal. Avant de commencer, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos micros lors de la présentation afin de réduire au maximum les bruits de fond. Tout au long de la conférence, vous serez donc invité à inscrire vos questions dans la section questions-réponses qui est située tout au bas de votre écran et Maître Anne-Phil se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Pour ceux qui auraient des questions, qui nous regardent de Facebook Live, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et je transmettrai vos questions à Maître Anne-Phil. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier du jour, Maître Stéphane Anfield. Maître du barreau du Québec depuis 1992, il pratique en droit de l'immigration. Maître Anfield a exercé les fonctions de commissaire à la section de la protection des réfugiés pendant 11 ans. Il a aussi enseigné le droit de l'immigration comme chargé de cours au Collège Saint-Laurent. Appelé régulièrement à commenter l'actualité auprès de divers médias, Maître Anfield a collaboré à l'ouvrage Démantèlement tranquille, paru aux éditions Québec-Amérique en 2018. Il est aussi l'auteur du dossier L'immigration au Québec, paru au magazine Oui, je le veux en 2019 et du livre Immigration et criminalité au Canada, quand l'expulsion devient inévitable, paru aux éditions Wilson et Lafleur en 2020. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Anfield. Bonjour, alors merci beaucoup de cette invitation. Il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir discuter d'un sujet qui me passionne déjà depuis près de 30 ans, c'est-à-dire les demandes d'asile, les réfugiés. C'est un sujet évidemment qui, je dois dire malheureusement, semble être toujours d'actualité compte tenu de la situation ukrainienne. Alors, on va essayer de démystifier les procédures et vous expliquer en fait c'est quoi finalement un réfugié. Alors, je vais de ce pas débuter avec ma présentation PowerPoint. Bon, alors, qu'est-ce qu'un réfugié? La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés nous donne une définition de ce que c'est qu'un réfugié. On retrouve cette définition à l'article 96 de la loi. Alors, en qualité de réfugié au sens de la Convention, le réfugié, la personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. C'est important de savoir que la personne pourrait être reconnue comme réfugiée, doit se trouver hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays, donc des autorités de ces pays de nationalité. Ou, si cette personne n'a pas de nationalité, elle se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, donc une résidence permanente, et ne peut ni de ce fait ou de cette crainte ne veut y retourner. C'est important de savoir qu'il existe une différence, évidemment, entre ce que c'est un réfugié et un migrant. Le migrant veut s'installer à l'étranger pour un avenir meilleur, soit pour y travailler, pour y étudier, pour améliorer sa situation économique. Alors que le réfugié, c'est une personne qui cherche une protection car sa vie est menacée dans son pays d'origine, donc son pays de citoyenneté. Il y a 5 motifs pour lesquels on peut être reconnu comme réfugié au Canada, donc un réfugié au sens de la Convention de Genève. Le premier motif, c'est du fait de sa race. Le deuxième, la religion. Le troisième, la nationalité. Le quatrième motif, les opinions politiques qu'on peut aussi dire réelles ou imputées, c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire d'exprimer des opinions politiques réelles, mais si l'agent persécuteur, donc les personnes de qui on craint nous impute ses opinions politiques, c'est un élément qui, évidemment, donne ouverture à une demande d'asile.
et son appartenance à un groupe social particulier. Et dans cette dernière catégorie, on retrouve par exemple les femmes victimes de violences conjugales, l'orientation sexuelle, les mineurs, par exemple, les enfants mineurs qui sont recrutés comme combattants, personnes qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel. Donc, il y a plusieurs catégories de personnes qui se retrouvent, entre autres, dans ce dernier motif qui est l'appartenance à un groupe social particulier. Ce qui est important de noter, c'est qu'une crise économique, hein, on voit les 5 motifs. Alors, on ne peut pas être reconnu comme réfugié au Canada pour une raison autre que l'un de ces 5 motifs, ce qui signifie qu'une crise économique ou une catastrophe naturelle ne sont pas des motifs pour être reconnu comme réfugié au Canada. Et ce principe a été confirmé par une décision importante dans le domaine du droit de refuge, qui est la décision Ward de la Cour suprême du Canada, qui date de plusieurs années, mais qui fait toujours objet de référence en la matière, donc de 93. Et la Cour suprême disait ceci, c'est que la communauté internationale n'avait pas l'intention d'offrir un refuge à toutes les personnes qui souffrent. Par exemple, la persécution nécessaire pour justifier la protection internationale entraîne l'exclusion de publics comme celle de migrants économiques, c'est-à-dire des personnes à la recherche de meilleures conditions de vie, ou des victimes de catastrophes naturelles, même si l'État d'origine ne peut les aider. Le demandeur d'asile doit démontrer qu'il est un réfugié au sens de la Convention du pays dont il a la nationalité. Ce qui signifie que dans ce contexte, oui. Excusez-moi de vous interrompre, M. Canfield. En fait, on ne voit pas votre PowerPoint. Ah bon? Petit... attendez, on va essayer de corriger ça. Si vous voyez le bouton Share Screen, puis là, vous allez pouvoir partager. Il va falloir que j'aille ici. Attendez une seconde. Est-ce que là, on le voit? Oui, c'est parfait. Si vous voulez, là, vous pouvez cliquer effectivement pour visionner le diaporama. Ah, c'est parfait. Tout est bon. Merci. Parfait. Ben, merci d'être intervenu parce que je prenais pour acquis que les gens voyaient la présentation. Alors, donc, ce que je mentionnais, c'est que le demandeur d'asile doit démontrer qu'il est un réfugié au sens de la Convention du pays, donc il a la nationalité. Et quand on parle de nationalité, évidemment, on parle de citoyenneté. Et c'est important de souligner que la personne doit soumettre une demande d'asile à l'encontre de tous les pays dont elle a la citoyenneté. Alors, si une personne possède plus d'une citoyenneté, par exemple, la personne est citoyenne algérienne, également citoyenne française, elle doit revendiquer le statut de réfugié à l'encontre de ces 2 pays, donc et l'Algérie et la France, et démontrer qu'elle craint évidemment la persécution pour l'un des 5 motifs qu'on a énumérés plus tôt dans chacun de ces pays de citoyenneté. Il n'est pas nécessaire que le pays de citoyenneté soit en guerre afin d'être reconnu comme réfugié. On a souvent la fausse impression que pour être un réfugié, donc un demandeur d'asile, il faut que nécessairement notre pays soit en guerre, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas nécessaire. Si évidemment on craint son pays, donc de retourner dans son pays d'origine pour les motifs qu'on a évoqués plus tôt. Alors, même si le pays n'est pas en guerre contre un autre pays, ou même s'il n'y a pas de guerre civile, par exemple, à l'intérieur du pays, on peut quand même être reconnu comme réfugié au Canada. Il est important de préciser que la définition de réfugié est de nature prospective, hein, donc la crainte doit être actuelle. Et celle-ci va être évaluée au moment où la demande de statut de réfugié est étudiée par la section de protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, la CSR. Ce que ça signifie, c'est qu'il est possible qu'on ait pu avoir une crainte dans le passé, mais qu'on n'a plus de crainte aujourd'hui au moment où la demande d'asile est évaluée par le commissaire de la section de protection des réfugiés. Et c'est important donc de faire cette démonstration au moment où on fait la demande d'asile, donc au moment où la demande elle est évaluée. Évidemment, une crainte passée peut être un élément pertinent pour déterminer qu'on a une crainte actuelle ou une crainte future, mais il faut que la crainte soit actuelle, c'est-à-dire qu'on a pu craindre évidemment l'année dernière ou il y a 2 ans ou
dans certains cas, les gens ont quitté leur pays depuis quelques années, à bon droit parce qu'ils craignaient pour leur vie à l'époque. Mais aujourd'hui, par exemple, en mars 2022, ben, c'est possible que cette crainte-là n'existe plus. Alors, évidemment, la demande d'asile va être rejetée par le tribunal. Afin d'être reconnu comme réfugié, la personne doit démontrer que les autorités de son pays de citoyenneté refusent ou sont incapables de lui accorder une protection. La crainte de persécution doit être présente sur tout le territoire du pays de citoyenneté. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, par exemple, si vous craignez d'être persécuté, par exemple, à cause de vos opinions politiques et que vous vous trouvez dans la capitale de votre pays de citoyenneté, ben, ce que la jurisprudence vous demande, c'est ben, si vous déménagez de ville et vous allez dans une autre ville à l'intérieur du pays, est-ce que la crainte sera toujours présente? Et si oui, bien évidemment, vous allez rencontrer le test et de l'absence de protection de l'État. Sinon, bien évidemment, votre demande d'asile risque également d'être refusée. Le principe étant qu'il existe une préséance de la protection nationale sur la protection internationale. Alors, il faut demander dans un premier temps la protection des autorités de notre pays et à défaut d'obtenir cette protection ou si on refuse de vous accorder cette protection, eh bien, dans ce contexte, vous pourrez faire une demande de protection internationale, donc une demande d'asile dans l'un des pays signataires de la Convention. Au Canada, une demande d'asile est évaluée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, c'est de compétence exclusive du gouvernement fédéral. On sait qu'en matière d'immigration au Québec, au Canada, il y a une compétence partagée entre le ministère de l'Immigration du Québec et le ministère de l'Immigration fédérale, entre autres sur l'immigration dite économique. Mais lorsqu'on parle de réfugiés, lorsqu'on parle de demandeurs d'asile, c'est une compétence exclusive du gouvernement fédéral et toute demande d'asile est évaluée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal administratif, un tribunal indépendant, et lui seul peut reconnaître au Canada une personne comme réfugiée ou non. Ce qui m'amène à vous parler évidemment de la procédure. Alors, dans un premier temps, une personne qui arrive au Canada doit voir sa demande être jugée recevable par un agent d'immigration. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, l'agent doit évaluer si la personne a déjà fait, par exemple, une demande d'asile dans le passé au Canada, même si cette personne-là était mineure à l'époque. Alors, si on a déjà fait une demande d'asile au Canada antérieurement, eh bien, notre demande va être jugée irrecevable. On ne peut soumettre plus qu'une fois une demande d'asile au Canada. Si également on a des antécédents judiciaires, donc notre demande va être jugée irrecevable, ou s'il y a un problème d'identité. Alors, si par exemple, on doute que la personne est citoyenne du pays qu'elle allègue, c'est des motifs qui peuvent être invoqués par un agent d'immigration pour refuser si vous voulez, de poursuivre le traitement de votre dossier et votre demande va donc être jugée irrecevable et ne sera pas transmise au tribunal pour l'évaluation. Une fois que votre demande est jugée recevable par l'agent d'immigration, ben, vous allez avoir à compléter plusieurs formulaires. Actuellement, avec la pandémie, la procédure est changée, elle a changé, elle a évolué et elle est différente également si vous faites votre demande dans un point d'entrée, donc à la frontière, ou si vous faites une demande déjà de l'intérieur du Canada. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des formulaires à compléter et dans lesquels vous allez devoir indiquer plusieurs informations pertinentes. Par exemple, les adresses où vous avez résidé au cours des 10 dernières années, les adresses des membres de votre famille, les emplois que vous avez effectués, les études que vous avez faites et évidemment, les motifs pour lesquels vous craignez de retourner dans votre pays de citoyenneté, donc la base même de votre demande d'asile au Canada. Une fois que vous avez complété ces formulaires, suite à la recevabilité de votre demande d'asile, vous allez recevoir le fameux document du demandeur d'asile, ce qu'on appelle souvent le document marron, qui est le document émis par Immigration Canada, qui comporte la photo de la personne qui fait une demande d'asile au Canada avec ses coordonnées, c'est-à-dire son identité, nom, prénom, date de naissance, le numéro évidemment d'identification du client d'Immigration Canada. Et c'est un document important parce que c'est la pièce d'identité
qui vous est délivré et qui confirme que vous êtes une personne ayant un statut de demandeur d'asile au Canada. Et donc, c'est un document qui est précieux, qui est important, qu'il faut conserver précieusement. Et c'est justement suite à l'émission de ce document qu'il sera possible, entre autres, de faire une demande de permis de travail au Canada pendant les procédures de l'étude de votre dossier de refuge. Permis de travail ouvert, ce que ça signifie, c'est que c'est un permis de travail qui permet à la personne détentrice du document de pouvoir travailler pour n'importe quel employeur, n'importe où au Canada. Alors, ce n'est pas un permis de travail qui est rattaché à un type d'emploi, rattaché à une région géographique ou rattaché à un employeur particulier. C'est vraiment un permis de travail ouvert qui vous permet même, dans certains cas, de pouvoir travailler pour vous-même comme travailleur autonome ou pour travailler pour un autre employeur ou plusieurs mêmes employeurs en même temps dans des régions différentes. Même si vous êtes au Québec, vous pouvez travailler dans une autre province canadienne avec ce permis de travail qui est évidemment émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est d'une durée cependant limitée. Dans certains cas, il sera valide pour 12 à 24 mois, qui pourra tout de même être renouvelé à l'expiration si, par exemple, les procédures de demande d'asile ne sont pas terminées, sont toujours en cours de traitement. Alors, une fois que le dossier est complété, vous avez eu évidemment la recevabilité de la demande d'asile, vous avez complété les formulaires, vous avez obtenu votre document du demandeur d'asile. Le dossier va être transmis, ce qu'on appelle déféré, à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, comme je le mentionnais plus tôt, qui est le tribunal compétent pour entendre les demandes d'asile au Canada. Et 10 jours avant l'audience, le demandeur doit soumettre ses éléments de preuve, ses documents. Et toute preuve devant la Commission de l'immigration, elle est recevable pourvu qu'elle soit pertinente. Alors, vous pouvez soumettre des lettres de témoignage, des articles de journaux, des rapports de police, des certificats médicaux, cartes de membres de partis politiques, des photos, documents d'identité, évidemment. Des témoins. Il est possible également de présenter des témoins qui seraient à même de venir confirmer les dires du demandeur d'asile sur sa crainte, sur les événements qu'il a vécus. Alors, toute preuve est pertinente, toute preuve est admissible pourvu qu'elle soit pertinente, ce qui signifie aussi que malheureusement, des documents préjudiciables peuvent être admis en preuve si, par exemple, le ministère reçoit, donc le ministère de l'Immigration reçoit une lettre anonyme qui indique que telle personne, par exemple, est impliquée dans des activités subversives, est impliquée dans, par exemple, le trafic de stupéfiants. Par exemple, si la personne allègue crainte parce qu'elle est membre d'un parti politique, ben, la lettre anonyme pourrait dire que c'est faux, vous n'êtes pas membre de ce parti politique. Alors, même si c'est une lettre anonyme, si elle est pertinente, elle sera admise en preuve par le commissaire qui sera assigné au dossier. Évidemment, le poids qui sera accordé à ce document eh bien, est en fonction de la, si vous voulez, de la bonne foi ou de la véracité ou de l'origine du document. Mais ça, c'est le tribunal qui verra à déterminer le poids qu'il accordera à ce document-là. Mais ce n'est pas comme en matière criminelle et pénale où d'entrée de jeu, ce document-là serait probablement écarté de la preuve. En matière d'immigration, tout document est admissible pourvu que le document soit pertinent parce que le tribunal n'est pas régi par les règles légales et techniques de la présentation de la preuve. Une fois que la demande, évidemment, est jugée recevable, on a soumis les documents 10 jours avant l'audience. Arrive finalement l'audience devant la section de la protection des réfugiés. Et depuis, évidemment, quelques mois, en fait, depuis l'automne 2020, les audiences se font de façon virtuelle. Il n'y a plus d'audience en présentiel devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Alors, les audiences se font via l'application Teams. De façon générale, les audiences ont d'une durée de 3 heures. Dans certains cas, ça peut être moins. Dans d'autres cas, ça peut être plus que 3 heures. Les audiences, évidemment,
sont avec l'aide d'un interprète. Alors, si le demandeur d'asile ne parle ni français ni anglais, ou même s'il parle, mais il ne maîtrise pas l'une des deux langues à 100%, c'est quand même important de maîtriser la langue parce que c'est une audience importante, une demande d'asile au Canada. Alors, un interprète sera assigné aux frais, évidemment, du gouvernement. Ce n'est pas au demandeur d'asile à payer les frais de l'interprète pendant l'audience. Et donc, un interprète sera assigné. Ce qui est important de noter, c'est que les audiences sont à huis clos. Ce que ça signifie, c'est que tout ce qui est dit dans le cadre d'une demande d'asile au Canada est confidentiel. Alors, il n'y a pas de public qui assiste aux audiences. Et si, par exemple, vous voulez, le demandeur d'asile souhaite être assisté d'un membre de la famille ou, dans certains cas, d'un travailleur social, bien, il doit en faire la demande au tribunal et c'est le tribunal qui va évaluer s'il accepte ou non que cette personne assiste à l'audience, tout en s'assurant évidemment par des ordonnances que tout ce qui sera dit sera confidentiel et que la personne ne pourra pas divulguer à l'extérieur de la salle d'audience toute information qui pourrait mettre en péril la sécurité du demandeur d'asile ou des membres de la famille. Et l'interprète, évidemment, qui est assigné à l'audience, est un interprète accrédité par le tribunal et donc a rendu serment, a prêté serment que lors d'une audience, lorsqu'il doit interpréter, lorsqu'il doit traduire, bien, tout ce qu'il entend est évidemment confidentiel. Ce qui m'amène évidemment à vous parler du fameux chemin Roxham, chemin qui a été largement médiatisé principalement au Québec depuis 2017 et où on parle soit d'une entrée illégale ou d'une entrée irrégulière lorsque les gens franchissent la frontière canadienne par le chemin Roxham afin de demander évidemment le statut de réfugié au Canada. Alors, qu'est-ce qu'une entrée irrégulière? Bien, l'article 31 de la Convention relative au statut de réfugié, donc la Convention de l'ONU de 1951, nous dit ceci. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article 1er, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière. Alors, ce principe, ben, c'est le même que si on utilise un faux passeport, par exemple, dans le but d'arriver au Canada pour demander le statut de réfugié. Évidemment, on doit être un demandeur d'asile. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'un Canadien, par exemple, qui est en un séjour aux États-Unis, ne peut pas décider de traverser la frontière canadienne par le chemin Roxham. Évidemment, il s'expose à des problèmes et à des poursuites et à des accusations. Mais une personne qui traverse par le chemin Roxham dans le but de chercher la protection du Canada comme demandeur d'asile, eh bien, en vertu de la Convention, cette personne ne s'exposera pas à des accusations pour avoir entré illégalement au Canada. Et pourquoi les gens vont justement entrer de cette façon, donc de façon irrégulière par le chemin Roxham? Bien, il y a plusieurs raisons. Principalement à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs. C'est une entente qui a été signée entre les États-Unis et le Canada depuis maintenant près de 20 ans, donc le 5 décembre 2002. L'entente est entrée en vigueur le 24 décembre 2004. Et en vertu de cette entente, eh bien, une personne qui se présente à un poste frontalier canado-américain, donc à un poste de contrôle, à une douane, verra sa demande d'asile jugée irrecevable et sera refoulée en territoire américain, à moins qu'elle ne soit visée par une des exceptions prévues par l'entente. Parce qu'évidemment, il y a des exceptions qui ont été prévues dans l'entente pour éviter qu'une personne se voit refoulée en sol américain, que sa demande d'asile soit jugée irrecevable au Canada. Entre autres, si vous avez déjà des membres de la famille qui résident au Canada, ou si vous avez déjà fait une demande d'asile aux États-Unis, laquelle a déjà été rejetée. Alors, évidemment, si vous vous présentez à un poste de contrôle, par exemple à la colle, vous avez un frère qui réside déjà au Canada, eh bien, même si vous n'avez pas fait de demande d'asile préalablement aux États-Unis, donc l'entente
malgré l'entente sur les tiers pays sûrs, ayant un membre de la famille au Canada, votre demande va être jugée recevable et vous ne serez pas refoulé aux États-Unis. Toutefois, si cette même personne franchit la frontière canadienne de façon irrégulière, donc par le chemin Roxham, si elle ne rencontre pas l'une des exceptions prévues à l'entente, c'est-à-dire elle n'a pas de famille au Canada et elle n'a pas fait déjà de demande d'asile aux États-Unis qui a été rejetée, mais si elle franchit la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham, cette personne n'est pas visée par l'entente sur les tiers pays sûrs et sa demande d'asile va être jugée recevable. C'est évidemment la raison principale qui a incité des milliers de personnes à franchir de façon irrégulière la frontière par le chemin Roxham depuis, entre autres, 2017. On a quelques statistiques. Là, en 2017, c'est environ 18 000 personnes uniquement au Québec qui ont franchi la frontière par le chemin Roxham. Entre le 21 et une statistique plus récente, là, entre le 21 novembre 2021 et le 13 janvier 2022, donc quand même assez récent, c'est 4 391 personnes qui ont franchi la frontière au Québec par le chemin Roxham à titre de demandeurs d'asile au Canada. Ces statistiques m'apparaissent importantes parce que ça nous démontre l'ampleur, si vous voulez, du phénomène et de la situation au chemin Roxham. Donc, pour les 4 premiers mois de l'année 2018, c'est 7 307 demandeurs d'asile au Québec, comparativement pour la même période à 153 en Colombie-Britannique. Et toujours pour la même période, 152 demandeurs d'asile au Manitoba. Alors, on voit que c'est une situation qui, disons, est presque exclusivement, qui se passe presque exclusivement au Québec, en 7300 versus quelques centaines pour les autres provinces canadiennes. Une chose qui est importante à savoir également, c'est qu'en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs, une personne n'aura pas de droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés en cas de rejet de sa demande d'asile si la demande de refuge a été faite à un poste frontalier lors d'un passage régulier. Alors, si on se présente à un poste de contrôle, on fait l'objet d'une des exceptions à l'entente. On a un membre de la famille qui vit déjà au Canada, notre demande va être jugée recevable. Eh bien, si notre demande de statut de réfugié est rejetée par le tribunal en première instance, puisqu'on a bénéficié d'une des exceptions à l'entente sur les tiers pays sûrs, on n'aura pas de droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés, uniquement un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Par contre, si la même personne, le même individu, décide de franchir la frontière de façon irrégulière par le chemin Roxham, eh bien, cette personne-là va avoir droit à se présenter devant la section d'appel des réfugiés en cas de rejet de sa demande d'asile. Alors, c'est un peu particulier comme situation et ce qui fait que tous les éléments sont réunis afin justement d'encourager les gens, d'encourager les demandeurs d'asile à franchir la frontière de façon irrégulière au chemin Roxham. Pourquoi? Ben, dans un premier temps, on va voir notre demande jugée recevable. On va éviter un refoulement en sol américain. Et en plus, si notre demande est refusée, est rejetée par la section de protection des réfugiés, ben, on a un droit d'appel devant la section d'appel des réfugiés. Alors, contrairement à si on se présente à un poste de contrôle et qu'on fait notre demande selon les règles et en bénéficiant évidemment d'une des exceptions à l'attente sur les tiers pays sûrs. En ce qui a trait au délai de traitement, eh bien, actuellement, les délais devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sont d'environ 20 mois avant d'obtenir une audience sur sa demande d'asile. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, dépendamment du type de dossier et du type de demande. Ce qui est important de savoir, c'est que le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit un délai maximum de 60 jours. Alors, on est loin de ce délai. Pour diverses raisons, évidemment, augmentation de la charge de travail. Au cours des dernières années, évidemment, on a tenté d'embaucher, de faire l'embauche de plusieurs commissaires, mais on n'est pas rendu à un niveau qui nous permettrait de pouvoir éliminer l'arriérage qui a été accumulé au cours des dernières années. Alors, ce qui fait qu'une personne qui fait une demande d'asile aujourd'hui au Canada, en fait,
principalement, on va parler de la région du Québec, donc pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Montréal. Donc, en 2022, elle n'aura probablement pas d'audience avant minimum 2023. À moins de circonstances exceptionnelles. Si, bon, évidemment, il y a une situation médicale qui est problématique. Dans certains cas, on pourrait demander d'avoir une audience anticipée. Sinon, ben, c'est la règle, évidemment, du premier arrivé, premier servi. Alors, à ce stade-ci, s'il y a des questions, je serais prêt à prendre quelques questions des participants. Oui, donc on a déjà quelques questions dans la boîte. Excusez-moi, je faisais juste regarder pour les lire. Oui, donc on a une première question. Est-ce que des accusations criminelles et non pas un dossier criminel ou reconnaissance de culpabilité envers un demandeur d'asile peut nuire à l'obtention de son statut de réfugié? Excellente question. Et effectivement, le fait d'avoir des accusations, même s'il n'y a pas de condamnation, aura une incidence. En fait, la personne verra sa demande d'asile, l'étude de sa demande d'asile être suspendue par la section de protection des réfugiés. Et c'est la section de l'immigration, hein, donc une autre section de la Commission de l'immigration qui prendra charge de ce dossier. Et l'Agence des services frontaliers du Canada pourrait invoquer ce qu'on appelle l'interdiction de territoire pour grande criminalité dans certains cas, évidemment, dépendamment du type d'accusation, en vertu de l'article 36.1c de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui indique que si le tribunal a des motifs raisonnables de croire qu'avant l'arrivée au Canada de l'individu, cette personne-là a commis une infraction. Alors, il n'est pas nécessaire que la personne ait été accusée ou même reconnue coupable, mais simplement avoir des motifs raisonnables que la personne aurait commis cette infraction. Alors, évidemment, ça amènerait à l'interdiction de territoire pour grande criminalité et pourrait avoir des conséquences, évidemment, sur sa demande d'asile au Canada. Et devant la section de protection des réfugiés, ben, il y a ce qu'on appelle l'exclusion 1FB, qui est avoir commis un crime grave de droit commun avant son arrivée au Canada, qui encore ferait obstacle à être reconnu comme réfugié au Canada. Évidemment, ça dépend de la nature de l'infraction, hein, du type d'accusation. Mais il faut juste se souvenir que la Convention de Genève, hein, les objectifs de la Convention, ce que les signataires voulaient à l'époque, c'est d'éviter que des gens qui commettaient des crimes dans leur pays d'origine puissent, sur la base de la Convention du statut de réfugié, trouver refuge à l'étranger, donc de soustraire à des accusations ou à des poursuites, donc de devenir des fugitifs. On ne voulait pas accorder l'asile à des fugitifs. Alors, c'est la raison pour laquelle on a prévu ces mécanismes et donc il n'est pas nécessaire d'avoir même été accusé d'une infraction si, évidemment, on a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis cette infraction avant son arrivée au Canada, pourrait s'exposer évidemment à des allégations d'interdiction de territoire pour grande criminalité ou de crimes organisés, ou même d'avoir commis des crimes graves de droit commun. OK, merci. Oui, donc on avait une autre question. Quand vous dites que le passé criminel peut nuire à la... OK, pardon. Quand vous dites que le passé criminel peut nuire à la demande d'asile, voulez-vous dire son passé criminel au Canada? Dans le fond, je pense que vous avez un peu répondu, là, ou peu importe dans le monde. Oui, mais non, mais c'est une question intéressante parce que là, je n'ai pas fait l'analyse en vertu de l'accusation au Canada, mais plutôt à l'étranger avant l'arrivée au Canada. Effectivement, okay. Même en cours de traitement, alors prenons l'hypothèse qu'un demandeur d'asile est au Canada, il a fait ses procédures et est arrêté
est accusé d'une infraction criminelle au Canada, alors sa demande d'asile, l'étude de sa demande d'asile va être suspendue, même si elle est en cours de traitement, elle sera suspendue tant et si longtemps que les procédures criminelles au Canada ne seront pas terminées. Et si la personne devait être reconnue coupable, et si elle est reconnue coupable d'une infraction à une loi fédérale qui est punissable d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans, donc évidemment, c'est des infractions graves, mais même si la personne ne reçoit pas de peine d'emprisonnement, par exemple, conduite avec les facultés affaiblies. Depuis quelques années maintenant, cette infraction au Code criminel est punissable d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans. Avant, c'était 5 ans. Maintenant, c'est 10 ans. Ce qui signifie qu'en vertu de l'article 36.1a de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est considéré comme étant de la grande criminalité au Canada aux yeux de l'immigration. Ce qui fait que si un demandeur d'asile est au Canada, a soumis sa demande, attend son audience, est accusé de conduite avec les facultés affaiblies, l'étude de sa demande devant la Commission de l'immigration sera suspendue et s'il est reconnu coupable de cette infraction, eh bien, sa demande sera jugée irrecevable car il sera interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, mesure d'expulsion et évidemment, on pourra expulser l'individu vers son pays d'origine. Pourquoi? Parce que n'ayant pas été reconnu comme réfugié, il ne bénéficiera pas de la protection contre le non-refoulement vers son pays d'origine. Alors, une personne qui est reconnue comme réfugié a cette protection. Hein. C'est ça l'objectif. Donc, d'éviter qu'on nous expulse vers le pays où on craint pour sa vie, pour l'un des 5 motifs. Mais si on n'a pas été reconnu comme réfugié parce que notre demande a été abandonné ou jugé irrecevable compte tenu d'une condamnation criminelle au Canada, eh bien, on ne bénéficie pas de cette protection et on pourra être expulsé vers le pays où on craint. Alors, très important pour des demandeurs d'asile de ne pas commettre, entre autres, pour ne pas commettre, bien, c'est important pour tout le monde, mais Oui. c'est encore plus pour les demandeurs d'asile. On parle de demandeurs d'asile aujourd'hui, alors c'est vraiment important pour des demandeurs d'asile de ne pas commettre d'infractions criminelles sur le sol canadien pour justement éviter qu'on puisse être expulsé. Et si je peux faire un bout de chemin sur cette question, prenons l'hypothèse où la personne a été reconnue comme réfugiée, donc elle a la protection contre le non-refoulement. Par la suite, est reconnue coupable d'une infraction criminelle, eh bien, on ne pourra pas, malgré cette condamnation, expulser la personne vers son pays de citoyenneté, à moins que le ministre de l'Immigration signe ce qu'on appelle un avis de danger. Alors, c'est une procédure qui est longue, qui peut prendre jusqu'à 2 ans, et le ministre devra évaluer entre les risques que l'individu constitue pour la société canadienne versus les risques pour sa vie si je l'expulse vers son pays d'origine. Donc, il doit faire, si vous voulez, une évaluation des risques et par la suite prendre une décision. Si évidemment la personne constitue un danger plus important pour la société canadienne, eh bien, signe l'avis de danger, ce qui signifie que la personne, malgré son statut de réfugié, sera expulsée par l'Agence des services frontaliers du Canada vers son pays de citoyenneté. Si toutefois le ministre décide de ne pas aller de l'avant avec cette signature d'avis de danger, bien, la personne va conserver la protection contre le non-refoulement malgré son casier judiciaire au Canada. Donc, évidemment, c'est une évaluation qui est faite entre la gravité des infractions. Hein. C'est sûr qu'un demandeur d'asile, par exemple, je parlais de conduite qui la faculté affaiblie plus tôt, ben, d'expérience, je doute fort qu'un réfugié soit expulsé vers son pays d'origine parce qu'il aurait commis cette infraction et qu'il aurait été reconnu coupable d'une infraction de conduite avec les facultés affaiblies. Cependant, si on a un individu, par exemple, qui est reconnu coupable de possession d'armes, trafic de stupéfiants, tentative de meurtre, etc., même conduite avec les facultés affaiblies, mais causant la mort. Alors, évidemment, on tombe dans des niveaux d'infraction avec un niveau de gravité pas mal plus important. Et là, ça pourrait emmener, évidemment, un ministre à signer cet avis de danger. Mais si j'ai bien compris, vous avez dit que est-ce que le critère, c'était que ce soit un crime qui puisse amener comme 10 ans de... Si c'est comme moins, est-ce que ça peut quand même bloquer ou c'est... je sais pas si vous Excellente comprenez ma question. Ben, question. absolument, c'est une bonne précision. En fait, la gravité de l'infraction au niveau de l'interdiction de territoire pour grande criminalité, il faut que l'infraction soit punissable d'au moins 10 ans au Code criminel. Peu importe
la sentence reçue. D'accord? Cependant, lorsqu'on parle d'avis de danger, alors évidemment, le ministre doit évaluer tous les éléments mis à sa disposition pour déterminer est-ce que cette personne-là constitue un danger plus important. Entre autres, si un individu est associé aux gangs de rue, reconnu comme réfugié, a été reconnu coupable d'une infraction, mais on a plusieurs rapports policiers, par exemple, rapports de filature, d'écoute électronique, même si l'individu n'a pas une panoplie de condamnation à son actif, à son casier judiciaire, on a plusieurs éléments démontrant que cette personne fraye ou est membre ou est associé à le crime organisé. Eh bien, ce sont des éléments que le ministre va prendre en considération pour déterminer est-ce que je signe ou non un avis de danger. À titre d'exemple, il y a plusieurs années, j'ai été confronté à un dossier où les personnes étaient condamnées pour des vols à l'étalage. Alors, on parle d'infractions de vol de moins de 5 000 $ et les individus avaient été reconnus comme réfugiés. Et compte tenu du nombre de condamnations pour vol à l'étalage, donc pour vol de moins de 5 000, le ministre a quand même conclu que ces individus constituaient un danger pour la société canadienne compte tenu du risque de récidive, du peu de niveau de réhabilitation et que finalement, le crime économique, même si ce n'est pas des crimes contre la personne, c'était quand même quelque chose qui devait prendre en considération dans l'évaluation du risque. Et il a signé l'avis de danger et les personnes, malgré leur statut de réfugié, ont été expulsées vers leur pays de citoyenneté. OK, je comprends. Merci. Oui, donc on avait une autre question. Donc la personne demande, je ne suis pas sûre d'avoir compris, si la personne est encore dans son pays d'origine, elle doit faire une demande à son propre pays avant de présenter une demande d'asile au Canada. Mais si la menace vient de l'autorité même de son pays, donc il ne peut pas vraiment présenter sa demande d'asile sans se mettre en danger. Alors, excellente question et je pense que ça mérite justement de clarifier ce que j'ai dit. En fait, ce n'est pas tant de demander le statut de réfugié. En fait, on ne peut pas faire une demande d'asile dans son pays de citoyenneté à l'encontre de son pays de citoyenneté. Cependant, ce que la Cour suprême dans la décision Ward, mais également ce que la jurisprudence nous indique, c'est qu'avant d'aller chercher une protection internationale, on doit tenter d'obtenir une protection nationale. Alors, c'est sûr que si on craint les autorités de son pays, bien évidemment, compte tenu de cette crainte, on ne s'adressera pas. Et la jurisprudence ne nous dit pas non plus qu'on doit mettre en danger sa vie pour démontrer qu'on ne peut pas obtenir la protection. Donc, si on est un opposant politique, entre autres, à titre d'exemple, on voit la situation Ukraine-Russie. On est un opposant politique en Russie. On manifeste contre le gouvernement russe, contre sa position face à l'Ukraine, l'intervention en Ukraine. On manifeste. Et évidemment, on commence à avoir peur pour sa sécurité, d'être arrêté, accusé, condamné. Évidemment, on n'obligera pas cette personne-là à aller voir les autorités russes en disant, écoutez, je crains parce que j'ai reçu des menaces de policiers. Évidemment, c'est la pire chose à faire. Et évidemment, si on craint les autorités de son pays, il y a de fortes chances qu'on soit ciblé sur tout le territoire national. Alors évidemment, dans ce contexte-là, on n'obligera pas la personne à aller chercher une protection parce qu'évidemment, elle ne pourra pas l'obtenir. Alors, elle devra quitter, arriver au Canada et faire sa demande d'asile. Alors, je pense que c'est important de clarifier la situation. On ne demande pas, évidemment, que les gens mettent leur vie en danger pour faire la démonstration par la suite au Canada, vous voyez, je n'ai pas pu obtenir la protection. Dans certains cas, cependant, on va demander est-ce que vous êtes capable de déménager d'une ville à l'autre? Et si, évidemment, même peu importe où on se trouve sur le territoire de son pays de citoyenneté, si on est ciblé, bien évidemment, on a la possibilité de demander le statut de réfugié au Canada. Merci. Okay, oui. Donc, une personne nous demande, est-ce que le demandeur d'asile peut demander le changement de statut après avoir accepté sa demande d'asile au statut de résident permanent?
Je ne suis pas certain, mais je vais essayer de répondre. Oui. Je vais essayer de répondre à la question de la façon que je la comprends. Alors, une personne qui est reconnue comme réfugiée au Canada, donc après avoir fait une demande d'asile, a la possibilité d'obtenir la résidence permanente. Donc, de faire sa demande de résidence permanente au Canada comme personne protégée au Canada. Et par la suite, une fois qu'on a la résidence permanente, si on remplit les critères, on peut faire sa demande de citoyenneté canadienne. Maintenant, de changer de statut, ben le statut, oui, il va changer, va évoluer en fonction du souhait, évidemment, de la personne. Un demandeur d'asile, une personne qui a été reconnue comme réfugié au Canada, n'a aucune obligation de demander la résidence permanente. Évidemment, comme avocat, je conseille toujours aux demandeurs d'asile de faire cette demande. Pourquoi? Bien, parce que le statut de résident permanent nous accorde une certaine protection. En fait, on a les mêmes droits et privilèges qu'un citoyen canadien, sauf le droit de voter à une élection municipale, provinciale ou fédérale, ou le droit de posséder le passeport canadien. Alors, on a le droit de travailler partout au Canada pour n'importe quel employeur sans permis de travail. On a le droit d'étudier partout au Canada comme n'importe quel autre citoyen sans devoir obtenir un permis d'études. Alors évidemment, et on aura une carte de résidence permanente qui nous permettra de rentrer au Canada. Donc, on a la possibilité de voyager à l'extérieur du Canada, pas dans son pays d'origine, très important. Si on est reconnu comme réfugié contre Haïti, par exemple, ben, on ne peut pas retourner en Haïti sous peine de voir notre statut de réfugié être révoqué parce qu'on se sera prévalu de nouveau de la protection des autorités de son pays. Mais on peut voyager n'importe où et on pourra rentrer au Canada sans demander de visa parce qu'on est détenteur d'une carte de résidence permanente. Et puis après la résidence, bien évidemment, on peut obtenir la citoyenneté canadienne si évidemment on souhaite l'obtenir. Dans certains cas, les personnes vont devoir évaluer le fait que leur pays d'origine ne reconnaît pas la double citoyenneté. Donc, devront décider est-ce que je maintiens ma citoyenneté antérieure ou je demande la citoyenneté canadienne. Moi, je vous dirais que si on était reconnu comme réfugié à l'encontre de son pays de citoyenneté, ça veut dire que le pays est incapable de nous protéger, notre vie est en danger dans ce pays-là. Comme demandeur d'asile, comme réfugié, on ne peut pas y retourner. Alors, je ne vois pas nécessairement l'intérêt, mais ça, évidemment, ça demeure un choix personnel en fonction Oui. de notre évaluation. Merci beaucoup. On a encore quelques questions. Oui, on a le temps. Si une femme fait sa demande d'asile une fois au Canada, mais que ses 2 enfants sont dans son pays d'origine, à partir de quel moment et comment peut-elle réussir, dans le fond, à faire venir ses enfants, à être réunie avec ses enfants? Uniquement si sa demande de statut de réfugié est reconnue par le tribunal. Alors, si on lui reconnaît le statut de réfugié, donc le statut de personne protégée, en fait, on a accepté sa demande d'asile. Lorsque la personne fera sa demande de résidence permanente comme personne protégée au Canada, pourra y inclure les membres de sa famille qui sont à l'étranger. Et là, je parle évidemment de la famille immédiate, c'est-à-dire conjoint-conjointe, enfants à charge. On ne peut pas inclure dans notre demande de résidence, par exemple, nos parents, nos grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. C'est la famille proche, donc conjoint-conjointe, et évidemment les enfants à charge. Et quand on parle d'enfants à charge, pour les fins de l'immigration, c'est enfants soit mineurs, de facto étudiants à charge, 18 ans et moins, ou de 18 à 22 ans si on est aux études à temps plein et pas marié. Ah, OK. Ouais. Merci. Peut-être faire une précision, c'est important, même si les personnes se trouvent à l'étranger, devront subir le contrôle statutaire, c'est-à-dire contrôle médical, contrôle sécuritaire. Alors, c'est bien important de savoir que même si elles n'ont pas été reconnues comme réfugiés, elles devront subir un examen médical, fournir leurs empreintes digitales, obtenir des certificats de police. Il y aura une enquête qui sera faite. Et si la personne, évidemment, devait souffrir d'une maladie grave pour laquelle elle pourrait devenir un fardeau excessif pour la société canadienne, bien, ça aura un impact sur la demande de résidence permanente de la personne qui est au Canada, qui a été reconnue comme réfugiée. OK. Ouais. C'est une bonne précision. Merci. Oui, mais on a l'obligation quand même d'indiquer les enfants à charge dans notre demande de résidence. Si on ne le fait pas,
Par exemple, prenons l'hypothèse qu'on a un enfant de 10 ans, on fait notre demande de résidence et malheureusement, les gens vont se dire, ben, mon enfant ne viendra pas de toute façon tout de suite, veut finir son école dans mon pays d'origine. Donc, fait sa demande de résidence, n'inclut pas cet enfant-là, ne l'indique pas. Eh bien, l'enfant ne sera jamais considéré comme un membre de la famille aux yeux de l'Immigration Canada lorsque la personne obtiendra sa résidence permanente. Alors, si on n'indique pas nos enfants à charge ou un conjoint, ne sera jamais considéré comme un membre de la famille. Et pire, on pourra même être accusé de fausse déclaration dans sa propre demande de résidence permanente et donc être interdit de territoire au Canada par la section de l'immigration pour fausse déclaration, annulation de notre statut de résident permanent et mesure d'expulsion. Ouais, des gros risques. Alors, Donc, il faut effectivement, vraiment tout déclarer, même si on ne pense absolument, pas absolument. nécessairement. Et dans le doute, eh bien évidemment, on consulte un conseiller juridique qui pourra vous guider dans cette procédure. OK. Ça, cette question-là, bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Quelqu'un nous demande, pouvez-vous dire quelques mots sur le parrainage privé SAH de réfugiés pour un Afghan qui se trouve au Canada? Bon, c'est une question quand même très précise, là, dont les 2 jeunes sœurs sont encore en Afghanistan. Ouais, peut-être qu'il faudrait préciser un peu la question. Je ne sais pas si... Oui, parce que j'ai un peu Ouais, excusez-moi, Oui, OK, il n'y a pas de oui. souci. La personne pourra repréciser La personne éventuellement. peut effectivement repréciser la question. Donc, je vais passer à une autre question. Bon, vous en avez, c'est sûr, touché quand même quelques mots, là, mais quels sont les facteurs qui font en sorte qu'un dossier est traité plus ou moins rapidement qu'un autre? Ouais. Ben, en fait, ouais, on aimerait hein, qu'il y ait des facteurs. Des Souvent, critères, oui. les gens vont dire si je fais affaire avec un avocat, est-ce que ça va aller plus vite? Ça ira pas plus vite. Okay? C'est premier arrivé, premier servi, ça c'est la règle. Hein? Et c'est normal parce que, bon, si on a un dossier qui date de 2017, bon, on veut qu'il soit entendu avant le dossier de 2020, par exemple. Dans certains cas, bon, les gens sont séparés de leur famille, de leur conjointe, des enfants. Cependant, il y a des facteurs, hein, je le mentionnais plus tôt, au niveau médical. Si on a une situation particulière documentée, bien, il est possible de demander une audience anticipée. Dans certains cas, ben oui, ça arrive que des dossiers vont passer avant d'autres et on ne sait pas trop pourquoi, comment ils ont été sélectionnés. Même chose aussi lorsque les gens font leur demande de résidence permanente. Hein, on a l'impression que c'est premier arrivé, premier servi, mais pourtant, il y a des gens dont les demandes sont déposées après. D'autres vont voir leur demande être traitée avant, donc pour des dossiers plus anciens. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. La règle générale, c'est premier arrivé, premier servi. Merci. Oui, donc quelqu'un nous demande aussi comment faire pour sortir du pays d'origine et entrer au Canada. Ah ben, en fond, vous en avez quand même un peu parlé, mais la personne se demande c'est quoi les documents qui doivent être complétés pour entrer au Canada. En fait, pour entrer au Canada comme demandeur d'asile, on n'a aucun document à soumettre. Et souvent, justement, les gens fuient leur pays d'origine, fuient leur résidence. Ils n'ont rien avec eux. Hein. C'est rare qu'on va quitter parce qu'on est persécuté, parce que notre vie est en danger avec une panoplie de valises, avec tous les documents, etc. Souvent, on est obligé de tenter une fois au Canada, pendant le processus, d'obtenir des documents, soit par des amis, des membres de la famille, dont des gens qui se trouvent toujours dans le pays d'origine. Ceci dit, lorsqu'on arrive au Canada et qu'on fait une demande d'asile, que ce soit un poste de contrôle de l'intérieur du Canada ou même par le fameux chemin Roxham, on n'a pas à avoir complété une demande comme un visa de touriste ou un visa de visiteur ou un permis de travail. Pas du tout. Évidemment, une fois qu'on soumet une demande d'asile, là, on aura des formulaires à compléter. Et comme je le mentionnais plus tôt, la procédure depuis la pandémie, elle est différente de ce qu'elle était. Et si on fait une demande
à un poste de contrôle versus une demande intérieure, bien, la procédure elle est également différente. Si on le fait à un poste de contrôle, l'agent nous remettra des formulaires papier qu'on aura à compléter. Si on est déjà au Canada et qu'on fait notre demande dite de l'intérieur du Canada, eh bien, on doit la faire via le portail, une plateforme numérique sur le site d'Immigration Canada et on complète justement la demande en ligne, qui est quand même assez long. Hein. On demande il y a plusieurs questions, plusieurs pages. Ne pas penser qu'en 30 minutes ou même 1 heure qu'on pourra compléter la demande. Dans certains cas, ça peut prendre 2 heures et demie, 3 heures à compléter l'ensemble des formulaires. OK, merci. Et c'est important de s'assurer de la véracité des informations parce que ces formulaires seront éventuellement transmis au tribunal et le commissaire évaluera les informations soumises et vous posera des questions en fonction des informations que vous aurez inscrites dans vos documents. Donc, on a une autre question, en fait, pour faire suite à cette question-là. Je pense connaître la réponse, mais je vais vous laisser répondre. Je vais vous laisser répondre. Non, Je vais voir si vous mais connaissez la réponse. dans le fond, la personne qui demande, donc, si je comprends bien, on ne peut pas entrer au Canada par voie aérienne, c'est seulement par voie terrestre. Ah non, pas du tout. Non, c'est ça. Pas du tout. Non, on peut rentrer au Canada comme demandeur d'asile par voie aérienne. Et c'est une excellente question parce que par voie aérienne, en fait, à un aéroport, on n'est pas lié par l'entente sur les tiers pays sûrs. L'entente sur les tiers pays sûrs, c'est uniquement par un poste de contrôle terrestre. Alors, la question, elle est très pertinente. Alors, si vous arrivez, par exemple, en avion, vous atterrissez à Pierre-Elliott-Trudeau, vous faites votre demande d'asile à l'agent lorsqu'il vous reçoit. On n'évaluera même pas si l'entente sur les tiers pays sûrs s'applique à vous. On va pouvoir vous recevoir. Évidemment, on aura à déterminer la recevabilité. Donc, est-ce que vous avez déjà fait une demande d'asile au Canada? Est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires? Est-ce qu'il y a un problème d'identité, etc.? Sinon, votre demande va être jugée recevable et le tout va être transféré au tribunal, qui est la Commission de l'immigration. Mais c'est une excellente question. Oui, en fait, je ne pensais pas que c'était ça. Oui. Très intéressant. Oui, puis ensuite, on a une autre question. En cas de fuite de son pays pour cause de violence conjugale, est-ce que dans ce cas précis, on peut ne pas mentionner le nom du conjoint? C'est par rapport à votre question, à votre réponse de tantôt. En fait, s'il y a une réticence à ne pas nommer le nom du conjoint, il faudra expliquer parce que, évidemment, le tribunal qui évaluera la demande pourrait s'interroger à savoir pourquoi madame qui craint la violence conjugale tient à ce point à ne pas divulguer l'identité du mari. Ça soulève plusieurs questions. Même moi, par la question, j'ai des questions qui me viennent en tête. C'est-tu parce qu'on ne veut pas identifier l'individu parce que l'individu fera une demande éventuellement, peu importe. Et de toute façon, il est important de savoir que l'individu ne sera jamais informé de la demande d'asile parce que l'audience est à huis clos, l'audience est confidentielle et comme je le mentionnais, toute information qui est transmise à la Commission de l'immigration dans le cadre d'une demande d'asile est confidentielle, est à huis clos et ni les autorités de son pays, ni l'agent persécuteur, dans ce cas-ci, un ex-conjoint violent, ne sera informé de quelque façon que ce soit de la demande d'asile. D'ailleurs, même un journaliste, contrairement, par exemple, à la cour criminelle, au palais de justice, où vous avez le rôle et il est possible de suivre les dossiers dans chacune des salles, en matière d'immigration, en matière de demande d'asile, un journaliste qui appelle au greffe de la section de protection des réfugiés et dit, par exemple, Madame X a une audience, j'aimerais savoir c'est quand. Le greffe ne peut même pas dire si la personne est ou non demandeur d'asile. Alors, il n'y a vraiment aucune information qui filtre à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucune crainte. Si madame a une connaissance qui souhaite faire une demande d'asile sur ce motif-là, elle peut le faire en toute quiétude, sans craindre que l'ex-conjoint soit informé. Mais je pense que c'est important, dans le contexte d'un dossier de violence conjugale, de divulguer l'identité du conjoint. Mais oui. Merci. Ne serait-ce que pour s'assurer que c'est le conjoint. Dans certains cas, on va vouloir déposer des documents, soit des actes de naissance des enfants ou certificats de mariage, par exemple, et qu'on peut constater que c'est véritablement un conjoint.
La personne précisait justement que c'était effectivement pour un cas où la personne craint que le conjoint fasse une demande d'asile lui aussi, mais... Ouais, mais même si le conjoint fait une demande d'asile, il ne sera pas informé. C'est ça. Évidemment, si on a allégué qu'on était victime de violences conjugales, j'essaie de voir ce que madame veut protéger l'ex-conjoint si lui veut faire une demande d'asile. Ah ouais, J'essaie ça peut juste être de les deux. comprendre. Là. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, bref, la règle générale, c'est que l'information est confidentielle. Yes. Peut-être une dernière question? Je Voilà le vais temps juste qui file. vérifier pour le... Oui, c'est ça, j'ai vu aussi. En fait, on n'a pas... on n'a plus de questions. On a répondu à toutes les questions. Super. Donc, merci beaucoup, Maître Anfield. C'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui, donc présentée par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci à tous pour votre belle participation et pour vos questions. Merci surtout, Maître Anfield, d'avoir pris le temps de... C'était vraiment très intéressant. Pour information, j'en profite pour vous dire, j'ai mis dans le clavardage le lien pour emprunter ou acheter les livres auxquels Maître Anfield a collaboré ou qu'il a écrit. Là. Donc, j'ai mis les liens. Ils se trouvent aussi sur la page Facebook dans les commentaires pour ceux qui seraient intéressés. Donc, c'est ça. Puis, je vous invite aussi à aller voir les prochaines conférences. Il va y en avoir plusieurs autres sur le Salon Visée Droit. Donc, vous pouvez consulter la programmation officielle sur le site web Salon Visée Droit, donc salonvisé avec un Z droit.com. Je vais l'inscrire aussi dans les commentaires avec l'avantage. Et donc, vous pouvez consulter fréquemment. Il y a aussi des consultations juridiques gratuites à certains moments que vous pouvez prendre rendez-vous. Puis, j'en profite aussi pour vous dire que pour ceux qui veulent réécouter la conférence, donc la conférence sera disponible en rediffusion sur le site web du Barreau de Montréal et sur les réseaux sociaux du Salon Visée Droit. Donc, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée à vous tous.